ترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Les autorités françaises et belges l'ont confirmé, Salah Abdeslam a bien été transféré vers la France. Le suspect clé des attentats de novembre à Paris a été arrêté le 18 mars dernier en Belgique. Le ramassage des déchets accumulés en 8 mois de crise devrait s'achever dans les 3 prochains jours. Déclaration du ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb avant une réunion du Conseil des ministres. Crise politique, scandale de corruption, récession économique, mouvements sociaux, des infrastructures encore inachevées. L'orage gronde au Brésil à 100 jours des JO de Rio. Je vous le disais en titre, les autorités françaises et belges l'ont confirmé. Salah Abdeslam a bien été transféré vers la France. Le suspect clé des attentats de novembre à Paris avait été arrêté le 18 mars dernier en Belgique après 4 mois de cavale. Son portrait avec Florent Rodeau. Il est un peu plus de 11 h ce matin lorsque Salah Abdeslam arrive au palais de justice de Paris. 5 mois et demi après les attentats qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, il a été remis par la Belgique aux autorités en charge de l'enquête. Et ce, en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 19 mars dernier, au lendemain de son arrestation à Bruxelles. Salah Abdeslam y est entendu par les juges d'instruction en vue de sa mise en examen pour meurtre terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. En France, il sera notamment défendu par maître Franck Berton. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, l'avocat lillois assure que son client est soucieux de s'expliquer et presque impatient de rejoindre Paris. Les enquêteurs français, qui avaient déjà pu interroger Salah Abdeslam en Belgique le mois dernier, veulent en savoir plus sur son rôle dans les préparatifs des attentats du 13 novembre dernier à Paris. Ils savent déjà que c'est lui qui a loué 2 des 3 véhicules utilisés au soir des attaques, dont la Polo Noire retrouvée non loin du Bataclan. Les enquêteurs savent aussi que c'est Salah Abdeslam qui a conduit en voiture les 3 kamikazes du Stade de France. Suspect clé des attentats de Paris, il a été soit contrôlé, soit repéré avec des futurs kamikazes dans différents pays européens dans les mois précédant le soir du 13 novembre. Depuis son arrestation à Bruxelles le 18 mars dernier, Salah Abdeslam était incarcéré dans la prison de Beveren, dans le nord de la Belgique. Le ramassage des déchets accumulés en 8 mois de crise à Beyrouth devrait s'achever dans les 3 prochains jours. Déclaration du ministre de l'Agriculture Akram Chehayeb avant une réunion du Conseil des ministres au Grand Sérail. 550 000 tonnes, soit 70% des déchets se trouvant dans les rues, ont été ramassés jusqu'à présent. Résultat d'un plan gouvernemental d'urgence adopté le mois dernier et qui s'étale sur une durée de 4 ans. Il prévoit notamment la réouverture de la décharge de Narmé pour 2 mois et l'aménagement de 2 autres décharges dans la banlieue de Beyrouth qui devrait accueillir près de 1000 tonnes de déchets par jour. Le chef du courant du futur Saad Hariri a reçu ce matin à sa résidence au centre-ville de Beyrouth l'ambassadeur d'Allemagne au Liban, Martin Huth. Les 2 hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région. Il a notamment été question des relations bilatérales entre Beyrouth et Berlin et des moyens de les consolider. Hariri s'est également entretenu avec le coordinateur de l'Alliance du 14 mars, Fares Saed. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens. On vous l'annonçait cette semaine, le président du Parlement, Nabi Berri, a fait machine arrière sur l'affaire de la législation de nécessité. Il a enfin concédé à ses détracteurs la primauté de l'examen de la loi électorale. Berri a donc convoqué ce matin les commissions mixtes à une réunion le 3 mai prochain pour entamer l'étude des 17 projets de loi électorale et examiner en détail les tailles des circonscriptions et le mode de scrutin. Le chef de la Chambre devrait lui-même présider ces réunions selon les élus présents à la réunion hebdomadaire des députés à Ain Tiné. Les blocs chrétiens, toutes tendances confondues, soutenus par le courant du futur, refusent de légiférer si la loi électorale n'est pas en tête de l'ordre du jour des séances parlementaires. Dans le reste, l'actualité régionale. Pour les habitants d'Alep, le cessez-le-feu décrété il y a 2 mois en Syrie est bel et bien mort avec l'intensification des combats ces derniers jours.
Des combats qui ont provoqué la mort de plus d'une centaine de civils depuis vendredi. Mais Washington et Moscou, les deux parrains du cessez-le-feu, ne cessent d'assurer que la cessation des combats tient en majeure partie. Mais à Genève, le troisième round des négociations parrainées par l'ONU s'achève ce mercredi sans aucun progrès puisque les principaux représentants de l'opposition ont quitté la table des négociations pour protester contre la dégradation de la situation humanitaire en Syrie et les violations de la trêve. Regain de tension en Cisjordanie ce mercredi au point de passage de Kalandia près de Jérusalem. 2 Palestiniens, un frère et une sœur, ont été abattus par la police israélienne qui craignait une nouvelle attaque au couteau. Les 2 Palestiniens se seraient trompés de chemin et auraient paniqué. Craignant une émeute et pour éloigner les journalistes présents, les forces de sécurité ont aussitôt lancé des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, la Pennsylvanie, le Maryland, le Delaware, le Connecticut et le Rhode Island étaient en jeu la nuit dernière aux États-Unis. Donald Trump, chez les Républicains, a tout raflé. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton n'a laissé qu'un seul État à son rival, Bernie Sanders. Si les jeux ne sont pas encore faits, le visage des 2 candidats à l'investiture pour l'élection présidentielle du 8 novembre se précise. Léla Sali nous en dit plus. C'est un Donald Trump détendu qui apparaît devant ses supporters dans son quartier général de New York. Le milliardaire vient de remporter les 5 États qui votaient ce mardi. Il est plus que jamais favori pour obtenir l'investiture républicaine. Aujourd'hui, nous sommes à égalité avec Hillary. Mais nous allons battre Hillary tellement facilement. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Oui, je pense être le candidat naturel, absolument. Comme les sondages le laissaient présager, Donald Trump n'a laissé aucun espoir à Ted Cruz et John Kasich. Il gagne avec une avance de 30 à 40 points sur ses adversaires. Ce week-end, ces 2 rivaux ont pourtant conclu une alliance pour tenter d'empêcher le milliardaire d'atteindre les 1237 délégués requis pour être le candidat républicain. Sans succès pour le moment, Donald Trump en totalise désormais au moins 945. Côté démocrate, Hillary Clinton creuse elle aussi l'écart avec Bernie Sanders. L'ex-secrétaire d'État n'a été devancé par son rival que dans un seul des 5 États en jeu. Malmenée par le sénateur du Vermont il y a encore quelques semaines, elle s'affiche aujourd'hui confiante et tend la main aux électeurs de Bernie Sanders. Je félicite le sénateur Sanders et ses millions de partisans pour nous encourager à rendre la politique plus transparente. Et je sais qu'ensemble, cela sera fait. Parce que vous souteniez le sénateur Sanders ou que vous me souteniez moi, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Hillary Clinton totalise désormais près de 90% des 2383 délégués nécessaires à l'investiture démocrate. Hors de question pourtant pour Bernie Sanders d'abandonner. Le sénateur du Vermont a promis de rester en course jusqu'à la fin. Face à la crise énergétique, le Venezuela a mis en place un plan de rationnement électrique. Conséquence, l'État a annoncé lundi une coupure de courant de 4 heures par jour pendant 40 jours. Depuis mardi, les fonctionnaires ne travaillent désormais que 2 jours par semaine. Une mesure ordonnée par le président Maduro et dont les conséquences politiques pourraient être très fortes pour le chef de l'État, dont la popularité est déjà au plus bas. Florence Gaillard. Un pays entier privé d'électricité. Tous les jours, le Venezuela subit des coupures de courant, alors que le gouvernement tente de trouver des solutions pour économiser l'énergie. Comme je l'ai demandé, le vice-président vient d'annoncer une nouvelle mesure. Les fonctionnaires travailleront uniquement le lundi et le mardi. Une mesure nécessaire alors que nous traversons cette période extrêmement critique. D'après les autorités, les 18 réservoirs d'eau du Venezuela subissent la sécheresse provoquée par El Niño, phénomène particulièrement virulent en Amérique latine. La centrale hydroélectrique de Guri, qui fournit 70% de l'électricité du pays, se trouve à un niveau anormalement bas. La semaine dernière, le gouvernement a déjà annoncé toute une série de mesures, comme le décalage horaire de 30 minutes, la création de nouveaux jours fériés ou la réduction à 6 heures par jour du temps de travail dans les ministères.
Les hôtels et les centres commerciaux sont également contraints de réduire les horaires d'ouverture. Ça fait 1 heure qu'on n'a plus de lumière. Ça arrive plusieurs fois par jour, parfois 4 heures par jour. Cette crise se traduit par la pénurie de produits de première nécessité et par la pire inflation au monde, à 180% en 2015. Accusé de n'avoir pas assez investi dans le réseau électrique, le président Maduro est sous pression. Mardi, l'opposition a obtenu du Conseil national électoral l'autorisation de rassembler des signatures pour déclencher la procédure de référendum révocatoire contre le président. Si cette procédure aboutissait, de nouvelles élections pourraient avoir lieu dès janvier prochain. Le décalage de la fusée Soyouz 2.1A qui devait avoir lieu ce mercredi matin en présence de Vladimir Poutine a été retardé au dernier moment de 24 heures. Il s'agissait du premier lancement effectué depuis le nouveau site russe de Vostochny, construit pour remplacer le cosmodrome de Baïkonour, situé au Kazakhstan. 2 minutes et demie seulement avant le décollage, le système de contrôle automatisé a annulé le lancement pour des raisons inconnues. Le site de Vostochny a été bâti dans l'extrême-orient russe afin d'éviter à Moscou de dépendre de Baïkonour. Mais les Russes continueront quand même d'utiliser le cosmodrome kazakh, loué plus de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2023. À 100 jours des Jeux Olympiques, Rio à la tête ailleurs. La ville olympique entame cette dernière ligne droite avec des infrastructures encore inachevées et une ambiance plombée par la crise politique et économique que vit le Brésil. Etanadji nous en dit plus. Sur ces images aériennes, le parc olympique de Rio. Le chantier est colossal. Les structures sportives qui doivent accueillir les épreuves sont prêtes à 98% selon les organisateurs. Dans le centre de Rio, les ouvriers sont à pied d'œuvre, mais les travaux sont à la traîne. L'extension du métro qui doit rallier le cœur de la ville au parc ne sera que partiellement opérationnelle pour les JO. Mais les autorités se veulent rassurantes. Les délais sont très courts. Il est important que les gens le comprennent. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps d'améliorer certaines choses, mais je veux rassurer tous les habitants, tout sera prêt à temps. Comme beaucoup de villes qui ont accueilli les JO avant elle, Rio est confronté au problème des infrastructures. Tramway, routes, ponts, les constructions avancent, mais pour les Carioca, les chantiers sont bâclés. L'effondrement de la piste cyclable la semaine dernière qui a fait 2 morts n'a fait qu'accentuer cette défiance dans l'opinion. Autre problème majeur, celui de la pollution. La baie de Guanabara où se dérouleront les épreuves nautiques est extrêmement sale. Selon l'Institut national pour l'environnement, une centaine de tonnes de déchets seraient déversées chaque jour dans le littoral. La baie de Guanabara a eu des problèmes de pollution ces dernières décennies. En 7 ans, nous avons réussi à régler la moitié de ces problèmes avant les Jeux Olympiques. Cela relève de l'exploit. Au problème d'infrastructure et écologique s'ajoute un contexte social et politique explosif. En plein processus de destitution, la présidente Dilma Rousseff, qui a inauguré le stade olympique pour les sports nautiques, pourrait être absente de la cérémonie d'ouverture le 5 août prochain. Big Ben, bientôt réduit au silence, le Parlement britannique a annoncé que le plus célèbre clocher du monde allait être rénové. Les travaux commenceront début 2017. Ils devraient durer 3 ans. Margot Soubra-Gomez. Tous les quarts d'heure, son carillon résonne dans Londres. C'est là où que ça se passe. Il faut gravir 335 marches pour se retrouver nez à nez avec la cloche. Près de 14 tonnes de fonte qui retentissent à l'oreille des Londoniens depuis 1854. Mais aujourd'hui, l'horloge a bien besoin d'un coup de jeune. L'horloge ici, le cadran, souffre d'infiltration d'eau comme vous pouvez le voir. Les pièces se décollent. La structure de la tour en elle-même est solide, mais on doit faire des travaux de maintenance. L'ouvrage a pourtant traversé les âges sans scier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la cloche de Big Ben devient un signe de résistance au bombardement nazi. Les périodes de silence sont rarissimes. Les Britanniques élisent même Big Ben comme monument préféré. Ils en reconnaîtraient le son entre mille. En cause, cette tonalité si particulière, due à une fissure sur la cloche. Pour ne rien perdre de sa superbe, l'horloge mythique se refait donc une beauté. Et rien n'est trop beau pour Big Ben. La rénovation va durer 3 ans et coûtera 37 millions d'euros. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Les autorités françaises et belges l'ont confirmé, Salah Abdeslam a bien été transféré vers la France. Le suspect clé des attentats de novembre à Paris avait été arrêté le 18 mars dernier en Belgique. Le ramassage des déchets accumulés en 8 mois de crise devrait s'achever dans les 3 prochains jours. Déclaration du ministre libanais de l'Agriculture, Akram Chehayeb, avant une réunion du Conseil des ministres. La crise politique, scandale de corruption, récession économique, mouvements sociaux, des infrastructures encore inachevées. L'orage gronde au Brésil à seulement 100 jours des JO de Rio. Merci de votre attention, restez des nôtres. L'info continue sur notre antenne avec la nouvelle édition du journal consacré aux municipales libanaises. C'est dans quelques instants. A tout de suite. بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت.